Je suis Jean-François Faure et je suis le président fondateur du groupe ocoff.com. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler de Veracash, qui est l'une de ses filiales. Moi, à titre personnel, je viens d'où? Je suis d'abord diplômé de l'école d'architecture de Bordeaux, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'univers de l'or, l'univers des cryptos, l'univers de l'investissement. Et pourtant, j'y suis arrivé parce que j'ai surtout un bagage dans l'univers du e-commerce et du web marketing, puisqu'en 1995, j'avais fondé la première agence de référencement en France qui s'appelait référenceur.com et qui était leader pendant plusieurs années. J'en suis parti début 2000 pour passer à autre chose et me mettre au vert. Et après, vers 2006-2007, je commençais à m'ennuyer et j'ai eu l'idée de lancer un service autour de l'épargne adossé aux métaux précieux, parce qu'il y avait un vrai manque par rapport à ça. C'est que tout simplement on ne pouvait pas acheter d'or facilement en France, ou en tout cas avec une logique de sécurité. Et donc c'est comme ça que le projet ocoff.com est né, et en suivant le projet Veracash. Recherche de liberté, mais probité et engagement. Donc recherche de liberté, voilà, de manière évidente, les gens qui viennent acheter de l'or ou des stablecoins par notre biais, ils savent clairement ce qu'ils viennent chercher, donc un instrument qui puisse matérialiser leur liberté. Probité, parce que tout simplement on essaie de ne travailler qu'avec des gens qui engagent le même niveau d'honnêteté que nous. Sinon c'est après que ça se finit mal. Et puis engagement, parce que nous on est extrêmement engagés dans ce que l'on fait, on prend des positions, on n'hésite pas à les affirmer. Et nos clients, nos utilisateurs aussi, et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Et donc typiquement, on le voit, nous, cette association d'utilisateurs qui est très dynamique, sur nos comptes Telegram, les échanges qu'il peut y avoir, sur nos réseaux sociaux, sur l'engagement de nos clients par rapport à d'autres personnes à qui ils font découvrir nos services ou les métaux précieux. Donc on voit qu'on a fait en fait une communauté de personnes qui ont plaisir à voir les choses d'une manière assez proche, alors qu'on est finalement tous différents. Et voilà, ça c'est ce qui nous anime. Moi de base déjà je m'intéresse à l'univers des monnaies, et notamment tout ce qui permettrait de rendre des monnaies résilientes et beaucoup moins impactées par les volontés de tel ou tel État ou de telle ou telle banque internationale ou de tel ou tel acteur majeur qui aurait une influence sur nos monnaies dans un sens positif ou négatif. Et moi je préfère sur le coup la neutralité et que chacun se gère. Et de suite, dès que j'ai entendu parler des crypto-monnaies, le modèle m'a beaucoup intéressé. Et de ce fait, en 2014, j'ai rencontré des gens dans l'univers de la blockchain, notamment des gens qu'on connaît plutôt pas mal en France aujourd'hui, avec lesquels j'ai débattu sur le fait, par exemple, de pouvoir conserver des crypto-monnaies de manière froide. Ça, c'est notre métier à la base, on s'appelle ocoff, donc pourquoi ne pas garder des cryptos de manière froide? Et de manière assez marrante, quelques mois après, sont apparus les premiers ledgers. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on est rentré dans l'univers de la crypto et de la blockchain. C'est tout simplement en parlant avec des gens qui étaient déjà sur ce genre de fonctionnement, de réflexion. Allant un peu plus loin, en 2016, on a lancé un POC autour d'une blockchain qui nous permettait de remplir un devoir que l'on a assumé, qui est celui de tenir un registre de police, parce que dans l'univers des métaux précieux, il faut tenir un registre de police, c'est la loi qui nous l'impose. Et la blockchain pour nous était idéale, donc on a mis en place un POC avec une blockchain Hyperledger. Ça marchait plutôt pas mal, mais notre conclusion c'est qu'une blockchain où on est tout seul derrière à assurer le système, même si on a 2, 3, 4 nœuds, mais que les nœuds ils sont sur nos serveurs, c'est pas l'esprit de la blockchain. Donc en suivant, on a développé un projet avec des confrères en région Nouvelle-Aquitaine, et d'ailleurs projet qui est en train d'émerger en ce moment et dont on parlera dans quelques mois. Voilà, donc en fait ça a été nos premières expériences blockchain. Et après nous, de manière évidente, on s'est dit autour de notre écosystème ocoff ou Veracash, il y a des choses à faire. Peut-être qu'il faut qu'on aille beaucoup plus activement sur l'univers blockchain, non pas que pour proposer des choses à nos clients actuels,
mais peut-être pour aller vers des utilisateurs ou des clients qui sont déjà dans l'univers crypto et blockchain. Alors au début, on s'est dit, tiens, on va faire une ICO pour développer notre projet Veracash beaucoup plus massivement. Et finalement, notre conclusion, c'est que l'ICO ne pouvait pas être faite pour nous, parce que tout simplement, nous, si on devait émettre un token, ce serait nécessairement adossé à de l'or physique qu'on a acheté, et non pas un service futur potentiel. Donc le modèle ICO ne pouvait même pas marcher avec nous. Mais finalement, le modèle qui pouvait marcher, c'était tout simplement de lancer un stablecoin. Et c'est ce que l'on a fait fin 2019 avec VeraOne, qui sur le coup donc, est une activité qui dépend d'une de nos filiales anglaises. Vera veut dire vrai en latin, et le sous-jacent de tout ce que l'on propose, et donc sous forme physique, ce sont essentiellement des Vera Valor, qui sont des pièces de 1 once. Et Vera Valor, ça veut dire vraie valeur. Voilà, donc, je pense que voilà, même dans l'univers blockchain, revenir sur des éléments un peu fondamentaux qui s'appuieraient sur le langage latin, eh bien, on trouve ça plutôt positif, parce que finalement, c'est relier des choses qui sont assez fondamentales, assez, je dirais, universelles, à aujourd'hui des technologies qui sont évidemment ultra avancées, ultra modernes, et eh bien, des gens comme nous. Alors le service finalement fondamental, que ce soit Okoff, Veracash ou VeraOne, c'est de digitaliser des transactions autour des métaux précieux physiques conservés dans des lieux de haute sécurité. Pour résumer, depuis plus de 10 ans, en fait sur le coup depuis début 2009, que ce soit Okoff ou ensuite Veracash et VeraOne, on tokenise des métaux précieux physiques. Voilà. Donc tokeniser n'est pas un terme nouveau nécessairement lié à la blockchain, hein. Un token, ça existait avant. Évidemment, la blockchain l'a valorisé en tant que tel. Tout le monde connaît les tokens ERC20, etc. Mais voilà, nous, finalement, on faisait de la tokenisation avec Okoff sans le savoir depuis le tout début, puisque évidemment, nos clients qui s'achètent et qui se vendent des pièces d'or, des lingots entre eux, les pièces d'or et les lingots ne bougent pas des coffres dans lesquels ils se trouvent. Donc, la seule chose qui, entre guillemets, va bouger, c'est l'instance digitale, la représentation d'une forme de titre de propriété de ces matières physiques. Donc nous, voilà, on le faisait de manière classique avec nos serveurs PHP MySQL sur Okoff ou un équivalent sur Veracash, et évidemment aujourd'hui avec VeraOne, notre back-office, c'est la blockchain. Alors, les métaux que l'on propose aujourd'hui de manière très basique, c'est l'or et l'argent métal. Alors certains pourraient nous dire, pourquoi pas le platine, le palladium, le rhodium, etc. Nous, on aime bien s'adosser à des matières sur lesquelles il n'y a pas de discussion concernant la liquidité en dehors de notre propre plateforme. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour faire le marché. Il faut que le marché existe en dehors de nous-mêmes. Sur l'or et l'argent métal, il existe, et dans des logiques plutôt variées, puisque si je prends par exemple l'or, c'est aussi bien un actif qui est utilisé pour faire des bijoux, et ça représente à peu près 50% du marché. Le reste, ça va être des usages plus financiers, à la marge industrielle pour du revêtement de surface sur des contacteurs, etc. Des banques centrales, donc il y a un énorme marché. D'ailleurs, pour preuve, l'or est aujourd'hui dans le top 5 des actifs les plus négociés au monde quotidiennement. Le top 1 étant les bons du trésor américain, ensuite quelques paires de devises, et ensuite l'or. Alors après, on peut rajouter aussi quelques crypto-monnaies qui, je pense, doivent commencer à rentrer dans le top 50, mais à ce jour, l'or est dans le top 5. Donc voilà, nous, on aime bien justement s'adosser à des matières sur lesquelles la liquidité existe de manière massive en dehors de nous-mêmes. On ne veut surtout pas faire un marché, on ne veut pas être des market makers, c'est pas notre rôle, on n'a pas cette ambition. On est plus, entre guillemets, des vendeurs de pelles et de pioches. Le marché doit exister en dehors de nous. C'est de prendre une commission sur les transactions, donc achat et vente, et des frais de gardiennage quand on considère qu'ils sont applicables. Parce qu'évidemment, de l'or physique, de l'argent physique, à plus forte raison, qui occupe beaucoup de place,
dans une proportion de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous achetez un, évidemment dans les coffres il y a un aussi, et bien tout ça, ça doit être audité, ça doit être assuré, ça doit évidemment être conservé de la meilleure sécurité, ça coûte une fortune, et ça doit se répercuter notamment par des frais de garde. Alors c'est un petit peu compliqué, d'ailleurs je prends le cas de VeraOne, à expliquer à des gens qui sont plutôt habitués à des choses absolument dématérialisées et souvent gratuites, de leur dire nous c'est de l'or physique, donc on va vous appliquer des frais de garde sur les tokens ERC20 qu'on garde pour vous. Ils ont un peu de mal à comprendre, surtout qu'en face à nous on a des concurrents qui rendent les frais de garde gratuits parce que peut-être on n'est même pas certain qu'il y ait d'ailleurs 100% d'or derrière. Donc c'est pas toujours évident. Sur Veracash et Aucoffre, ça se comprend mieux de la part de nos clients. Alors sur Aucoffre, je prends un exemple. On a donc une commission de 0,5% lors de l'achat, 3% lors de la revente, et après quelqu'un qui aurait des frais de garde à appliquer, il va prendre 5 € par mois et par 200 grammes d'or conservé. Donc voilà, on est sur ce genre de modèle. Sur Veracash, c'est toujours des modèles de commissionnement, 3% si on veut s'adosser à des pièces, 0% quand on utilise sa carte de paiement, et on va avoir ce qu'on appelle l'oxydation. Si vous êtes inactif plus de 6 mois, vous allez avoir des frais de garde qui vont rentrer en jeu. Enfin, des frais, non pas de garde, mais d'inactif. VeraOne stablecoin adossé à l'or, comment ça marche? De manière en fait très très simple. C'est un mix entre notre métier que l'on fait depuis une douzaine d'années, un métier de custodian, c'est-à-dire conserver dans des lieux de haute sécurité des matières physiques, donc des pièces d'or, des lingots, des pièces en argent, etc. Donc ça c'est notre métier de base, et savoir aussi apporter la couverture permanente à nos modèles de transaction. Et ça c'est un point vraiment majeur et qui est notre grand savoir-faire, et aussi du fait des volumes de transactions quotidiens qui permettent que quand il y a une activité qui de son côté a un vendeur, peut-être qu'on a une autre activité qui a un acheteur. Ce qui nous permet, nous, au sein de notre propre écosystème, d'arriver assez fréquemment à trouver acheteurs et vendeurs, et donc ne pas nécessairement avoir besoin d'appeler des prestataires, des partenaires externes, notamment pour des reventes. Parce que nous, la problématique, ce serait de devoir sortir des pièces pour les envoyer les faire fondre. Ça, ce serait un petit peu la misère si ça arrive, parce que tout simplement là il faut qu'on se déplace dans les coffres, qu'on mette ça sur des palettes, etc. Et donc depuis quasiment 12 ans on n'a jamais vraiment eu besoin de faire ça, parce qu'on a toujours des modèles de couverture, des modèles qui nous permettent d'optimiser ça. Donc ça c'est la première partie du métier. Deuxième partie du métier, évidemment, c'est la tokenisation telle qu'on l'entend dans le monde de la blockchain. Et là, spécifiquement sur VeraOne, nous sommes adossés au modèle ERC20 de l'écosystème Ethereum, qui nous a apporté, en tout cas au départ, un modèle de fonctionnement qui nous allait très très bien, qui permettait évidemment d'apporter une solution blockchain à nos utilisateurs, nous d'avoir finalement des outils entre guillemets de back-office nous permettant de simplifier pas mal les choses, et de les rendre ensuite beaucoup plus transparentes auprès de notre communauté. Et donc voilà, le mélange des deux a donné VeraOne. Bon, après aujourd'hui, on s'interroge peut-être un peu plus sur le fait que Ethereum puisse être de manière durable ce sur quoi on a envie de s'adosser uniquement, en tout cas. Voilà. Et je pense que dans quelques années, on aura encore Ethereum avec nous, mais surtout si on passe à Ethereum 2.0. Mais en tout état de cause, vu les frais de gaz aujourd'hui, qui sont un vrai souci. En tout cas, nous, aujourd'hui, on assume pas mal de coûts, mais c'est un vrai problème dans le modèle économique. Donc voilà, il est possible que dans quelques mois, quelques semaines, je sais que nos utilisateurs VeraOne, qui le réclament à corps et à cri, auront certainement la possibilité d'interagir avec d'autres blockchains, et comme ça, on pourra peut-être leur proposer d'autres paires que VeraOne Bitcoin, VeraOne Ethereum, qui commencent un petit peu à lasser pas mal de monde. Dans la vie, qu'est-ce qui est vraiment stable ? Même la livre sterling n'est pas stable, le dollar n'est pas stable, l'euro, si on n'est pas en zone euro, n'est pas stable vu de l'extérieur, donc l'or n'est pas moins stable que nos devises préférées. Et d'ailleurs, souvent, j'aime bien le comparer à la livre sterling, parce que je dirais que des fois, dans des intradés, il se passe à peu près la même chose sur l'or qui pourrait se passer sur la devise de nos amis anglais brexités. Donc pour moi,
L'or est un stablecoin, enfin en tout cas on peut en faire un stablecoin, donc par exemple sous forme Vera One, parce qu'on va surtout le comparer à des cryptos, nos cryptos préférés, qui elles sont beaucoup plus volatiles. Et on connaît les mouvements haussiers, baissiers du Bitcoin et tout ce qui gravite autour de ces dernières semaines. Là, clairement, l'or par rapport au Bitcoin est d'une stabilité biblique. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a pas mal de clients qui, en ce moment, aiment bien faire banque et partir de Bitcoin pour venir sur de l'or, pour se dire, bon, voilà, je reviens en territoire calme, j'attends que Bitcoin redescende et je reviendrai dessus au moment opportun. Voilà. Donc, un stablecoin adossé à de l'or peut être considéré comme un véritable stablecoin. C'est vraiment quelque chose de relativement très stable. Et d'ailleurs, l'image que j'aime bien prendre, c'est que globalement, l'or est plat depuis plus de 5000 ans. C'est-à-dire que quand je dis que l'or est plat, j'oublie de parler dans une quelconque devise. Je parle par rapport à l'usage. Et si on compare ce que l'on pouvait payer avec par exemple une once d'or il y a 100 ans ou ce que l'on peut payer aujourd'hui avec une once d'or, globalement c'est à peu près la même chose. Récemment je me suis amusé à faire le calcul sur une voiture. Une Ford Model T s'achetait l'équivalent de 800 dollars en 1907 si je ne m'abuse. Et les 800 dollars de l'époque, où là c'est très simple de les comparer avec de l'or, puisque vous aviez des pièces en or, Liberty américaine de 20 dollars, et bien cette quarantaine de pièces d'or, aujourd'hui, leur valeur est aux alentours de 50 000 dollars. Avec 50 000 dollars, on s'achète une Tesla. Voilà, la Model T, la Ford Model T des années 1900 et peut-être aujourd'hui la Tesla des années 2020. Ça n'a pas bougé. On peut reprendre l'exemple sur plein de choses comme ça. Et c'est assez marrant d'ailleurs à faire comme exercice. Nous, dans le domaine de l'or, en tout cas, là, clairement, on connaît notre métier et on est challengé par nos clients depuis une dizaine d'années. C'est que tous les actifs physiques stockés en coffre de haute sécurité sont audités une fois par an par des auditeurs à la fois externes qui sont mandatés pour ça et qui sont des professionnels du milieu de l'or. Nous, là-dessus, on rajoute nos commissaires aux comptes. On rajoute de manière intempestive les douanes, qui ne demandent pas notre avis et qui se pointent et qui s'assurent que tout est à sa place. Et ces gens, quand ils vous contrôlent, ils ne sont pas nécessairement super conviviaux, hein. Ils ont une arme à la ceinture, ça vous donne envie immédiatement de leur présenter tout ce qu'il y a à présenter. Vous voyez, c'est pas du contrôle en col blanc standard. Nous, on est dans le milieu de l'or et il y a certaines manières de faire les choses et nous, c'est des manières armées, on va dire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et là-dessus, sur le groupe Ocoff, nous, ce qu'on a souhaité rajouter, c'est que nos utilisateurs interviennent et participent aux audits. Donc on fait ces audits une fois par an. Et on ne peut pas le faire beaucoup plus régulièrement parce que justement, comme on est sur un ratio de 1 pour 1, on a un système de gestion qui, à mon sens, est beaucoup plus rigoureux que beaucoup. On ne se contente pas de recevoir un bordereau de livraison de Pierre-Paul ou Jacques quand on rentre dans la blockchain pour se donner une bonne conscience. Nous, on fait les choses de manière très approfondie. Ce sont des audits qui nous durent généralement entre 15 jours et 3 semaines. Tout est absolument contrôlé, tout est compté, et s'il manque quelque chose, on doit justifier chaque chose qui manque. Et donc là-dessus, oui, on rajoute aussi une association d'utilisateurs, donc l'AMUAC, qui est l'association des utilisateurs d'Ocoff.com, Veracash, Vera1, etc., et qui participe à ces audits, et qui nous pose toutes les questions, parce que tout simplement ça les concerne, ce sont nos clients, et ils veulent que chaque chose soit à sa place. Donc finalement, ceux qui, pour X raisons, pourraient ne pas nous faire confiance, et sur le coup, on a absolument le droit de ne pas nous faire confiance, comme on a le droit de ne pas faire confiance à sa banque, comme on a le droit de ne pas faire confiance à Tether, comme on a le droit de peut-être de même pas faire confiance à Bitcoin, à minima, on a confiance dans ce cas-là dans des douaniers, dans des commissaires aux comptes et dans d'autres utilisateurs. Oui, alors la carte Veracash. Alors, ça, c'est pas une carte de crédit, c'est même pas une carte bancaire, mais c'est une carte de paiement. Une carte Mastercard qui marche partout dans le monde. D'ailleurs, nous, on a beaucoup d'utilisateurs qui adorent s'en servir quand ils sont en voyage, ou quand ils étaient en voyage.
mais ça reviendra. Et en fait, cette carte de paiement, son principe est relativement simple. C'est que, étant adossé à un wallet basé sur des métaux précieux, quand on fait une dépense en euros, en dollars, en couronne suédoise ou en ce qu'on veut, en fait, ça va interroger ce compte en métaux précieux. Et en temps réel, ça va mesurer si ce compte, donc avec le cours de l'or ou de l'argent métal et de la devise concernée, il reste assez de métal pour faire l'opération. Donc si vous êtes dans un commerce, vous en avez par exemple pour 100 euros à payer, on va interroger nos serveurs pour savoir s'il y a suffisamment d'or pour 100 euros. Donc ça veut dire que nous derrière, c'est pas un compte en euros qu'il y a, c'est vraiment un compte en matières précieuses et la conversion ne se fait qu'en temps réel. Alors évidemment, c'est absolument transparent pour le commerçant chez qui vous utilisez la carte de paiement. C'est absolument transparent, mais au final, voilà, on va pouvoir délivrer des euros, des dollars, n'importe quelle devise où une Mastercard est reconnue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous permet de rendre liquide votre épargne en or. Et le petit jeu de nos utilisateurs, c'est finalement d'attendre d'être en plus-value sur leur compte. Donc là, ils ont une application Wallet qui ressemble un petit peu à celle de PayPal. Hein. D'ailleurs, on peut en avoir les mêmes fonctionnalités. Ils contrôlent s'ils sont en plus-value. Et là, ils se disent, si je suis en plus-value, ça veut dire que ma monnaie est devenue forte. Et donc, j'aurais plus tendance à utiliser mon compte en or plutôt que mon compte habituel en euros, celui de ma banque. Parce que tout simplement, une facture qui vaudrait 100, payée à ce moment-là avec de l'or ou de l'argent métal en plus-value, eh bien, au lieu de valoir 100, elle en vaut peut-être 98, 95, voire 90, si on avait attendu depuis longtemps qu'on avait des belles plus-values. Donc voilà, c'est un peu comme ça que fonctionnent nos clients. En fait, ils fonctionnent un peu comme ces frontaliers suisses, par exemple, qui font des calculs mentaux à chaque fois pour savoir s'il vaut mieux en ce moment qu'ils utilisent les francs suisses de leur compte ou leurs euros. On vient de terminer une belle levée de fonds essentiellement opérée auprès de notre clientèle. Donc on a levé plusieurs millions d'euros par ce biais-là. Et le principe de base de cette levée de fonds, c'était de financer, en fait, que nos utilisateurs financent ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur compte Veracash. Et donc spécifiquement, on avait besoin justement de passer plus dans un registre de néobanque. Nos utilisateurs voulaient vraiment que Veracash devienne leur numéro 2 en matière de compte, c'est-à-dire qu'ils ont leur banque principale. Jusqu'à présent, ils avaient Revolut, N26, Nickel, etc. Mais ils souhaitent qu'on aille au même niveau que ces néobanques qui sont parties de gratuites et certaines commencent à devenir très chères. Nous, on n'a pas vocation à changer nos règles du jeu. On était déjà payant avant, on va le rester, mais on ne sera pas moins, pas plus. Et donc nos utilisateurs, ils apprécient cette honnêteté et ils considèrent que ça mérite d'être leur deuxième compte. Voilà, donc passer deuxième compte pour un particulier, ça veut dire proposer un IBAN personnel, donc que vous ayez un IBAN qui vous corresponde, avec votre nom, prénom associé. À terme, pouvoir proposer peut-être du multidevise, évidemment donc pouvoir proposer de l'euro. On va certainement aussi peut-être rajouter une nouvelle matière qui d'ailleurs est déjà financée par la levée de fonds qui s'appelle l'Euro & Gold, qui est un modèle d'euro mais dont le sous-jacent est hors système bancaire et il s'agit de pièces en or. Donc ce qui veut dire que vos euros, s'il y a un crash bancaire, ça reste des euros et si l'euro s'effondre, on prendra la valeur la plus importante et donc notamment dans ce cas-là la valeur de l'or. Donc voilà, ça c'est les choses qui vont arriver dans les semaines et les mois qui suivent. On va même avoir une application de petites annonces qui permettra aux utilisateurs de Veracash de pouvoir s'acheter entre eux et se payer en Veracash. Donc voilà, créer un petit peu un écosystème. Donc ça c'est les grands enjeux sur Veracash. Et nous, côté aussi VeraOne, continuer notre développement, notamment en s'ouvrant à d'autres blockchains. Pour être beaucoup plus résilient et rajouter d'autres paires, du VeraOne, évidemment BTC, Ether, mais évidemment d'autres cryptos, et ça on vous réserve la surprise pour dans quelques mois. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, certains s'interrogent sur les impacts qu'ont pu avoir par exemple
les accords de Bretton Woods dans les années 40, et ensuite les accords de la Jamaïque dans les années 70, notamment quand on a découplé le dollar de l'or, faisant qu'aujourd'hui l'or est une matière qui n'est finalement adossée à aucune devise spécifique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? De suite, le dollar a tendu vers sa valeur intrinsèque. Alors, quand je dis tendre vers sa valeur intrinsèque, certaines mauvaises langues diront zéro. J'en suis pas nécessairement très loin. En tout état de cause, on était sur une once d'or qui était à peine plus de 30 dollars au début des années 70. Pour ceux qui ont suivi l'actu, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 1700 dollars. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'entre-temps, le dollar a plutôt perdu énormément de valeur, de même que nos monnaies fiat classiques. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, finalement, que l'or soit aujourd'hui un actif plutôt universel, plutôt entre les mains de personnes, si ce n'est une offre et une demande assez primaire et qui pour moi est extrêmement saine, qui est entre une personne qui d'un côté est capable d'extraire de l'or d'une mine, et de l'autre côté une personne qui est capable d'acheter un bijou pour l'offrir. Et en fait c'est ça le marché de l'or, et ça je trouve ça extrêmement sain. Et alors oui, à la marge des fois certaines grandes banques internationales vont pouvoir peut-être manipuler le cours, mais ça leur coûterait trop cher de le manipuler plus que quelques jours, et puis maintenant ils savent en plus qu'ils se font rattrapés par les autorités de contrôle, et généralement ils ont des dizaines de millions d'amendes à payer quand ils se font prendre. Donc voilà, aujourd'hui, l'or, globalement, les banques n'ont plus trop envie d'y toucher, raison pour lesquelles d'ailleurs des structures comme les nôtres émergent. Et les États, alors ils y touchent un petit peu sur le coup, et ça c'est bon signe pour les particuliers, parce qu'on se dit que si les États conservent de l'or, c'est que ça a un sens. Et là, il y a les États comme par exemple la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., qui ne se renforcent pas sur l'or, mais par contre ne le vendent pas. Quand je dis ne vendent pas en ce moment, on en a eu vendu nous en France il y a quelques années, mais on a vite compris que c'était une mauvaise manip. Et puis il y a certains États qui, eux, carrément en achètent ou en ont besoin. On a la Russie, on a indirectement la Chine qui en fait acheter par sa population, mais au final ça revient au même. C'est comme si d'ailleurs on avait une forme d'adossement du yuan à l'or. Mais de manière implicite, c'est assez drôle à observer. Et puis après, il y a des pays qui en ont vraiment besoin pour leur fonctionnement du quotidien, intraday. Je prends par exemple la Turquie, qui accumule de l'or parce qu'elle en a besoin pour payer son pétrole qu'elle achète à l'Iran. Et l'Iran, qui est toujours sous embargo, on ne peut pas utiliser une quelconque devise pour lui acheter son pétrole, et bien on le paye en or. Pareil, tiens, un autre exemple bien connu de la communauté crypto, c'est le Venezuela. Au Venezuela, ok, on fait des fois des transactions du quotidien en bitcoin pour certains, mais l'État, lui, il fait des transactions en or. Quand il a besoin d'acheter des missiles pour se défendre des États-Unis, il les paye en or. Quand il achète du pétrole raffiné, parce que le Venezuela achète du pétrole raffiné, il n'a plus l'infrastructure pour raffiner son propre pétrole et il achète à l'Iran, eh bien, pareil, c'est payé en or. Alors moi je dirais aujourd'hui que le meilleur endroit pour planquer son or, évidemment, ça reste Okof, Verakash ou Verawan, mais ça peut même être un confrère à nous si on est certain que vous avez bien un ratio de 1 pour 1. On n'est pas sectaire. Par contre, ce que je pense qu'il faut absolument éviter, je sais que c'est contre-intuitif, mais Covid est là pour nous le rappeler, c'est qu'avoir des métaux précieux à la maison, ou pire, dans un coffre bancaire, c'est vraiment pas une bonne idée. Alors il y a évidemment la raison de base qui pousse à se dire, oui, si j'ai de l'or à la maison, je vais me le faire piquer. Alors ça, effectivement, c'est ce qui se passe assez fréquemment. Et le plus souvent, non pas par des étrangers, mais par les gens de sa famille, surtout quand on est décédé. Alors peut-être que quand vous êtes mort, vous n'êtes plus intéressé par ce qui se passe, mais en fait, si vous êtes plutôt à prôner la paix des familles, vous n'avez pas envie que vos enfants se déchirent. Et quand vous en avez un qui savait où l'or était planqué et qui l'a braqué avant que les autres le sachent, généralement, c'est pas génial pour la suite des événements. Donc l'avantage de le faire détenir par un tiers, c'est que le tiers va être là pour être le garant de vos choix, de vos décisions, y compris une fois que vous êtes décédé. C'est-à-dire que nous, typiquement, nos clients qui décèdent, et là je rassure tout le monde, c'est ce qui arrivera à 100% d'entre nous dans quelques années, j'espère le plus tard possible, mais ça nous arrivera. Eh bien nous, on négocie directement avec les notaires.
qui est le juge de paix. Et nous, une fois qu'on a un notaire qui a acté une manière d'agir, et bien à ce moment-là, on distribue aux uns et aux autres ce qui leur est dû. Et pour en revenir à Covid, je vais vous donner un exemple sur ce qui s'est passé pendant le premier confinement. Les gens qui avaient de l'or chez eux, qui pour X raison avaient besoin de le vendre. Ils avaient besoin de le vendre parce que par exemple leurs actions en bourse venaient de s'effondrer, parce qu'ils venaient de perdre leur emploi et ils n'avaient pas de chômage partiel. Et ils avaient besoin donc de revendre de l'or. Eh bien l'or qu'ils avaient chez eux, ils ne pouvaient pas le revendre parce que toutes les boutiques de rachat d'or étaient fermées. Mais le pire, c'était pas eux. Le pire, c'est ceux qui avaient de l'or en coffre en banque, parce que les banques n'étaient pas fermées, mais les salles des coffres étaient fermées. Donc vous aviez votre or qui était bien au chaud, bien sécurisé dans un coffre, mais qui ne vous servait absolument à rien. Et sur le coup, c'était vraiment une période où il valait mieux avoir de la farine à la maison parce qu'on pouvait faire des crêpes, plutôt que d'avoir de l'or. Alors que nous, tous nos utilisateurs, ou même ceux de nos confrères qui font le même métier que nous, c'est-à-dire digitaliser de l'or physique, et bien à ce moment-là, toutes les transactions étaient possibles, et d'ailleurs nous, notre activité a été multipliée par 10, et en quelques jours, on était devenu le numéro 1 français de la transaction en or, tout marché confondu de ce simple fait-là. Mais ça nous a permis d'ailleurs au passage de prouver notre scalabilité à tous nos utilisateurs et à toutes les personnes qui nous observent. Alors, si on parle de la valeur du market cap de Bitcoin versus celui de l'or, pour mémoire, aujourd'hui à peu près 200 000 tonnes d'or qui sont à ciel ouvert, exploitables d'une manière ou d'une autre, parce que globalement connues. Certainement qu'un jour, Bitcoin dépassera l'or, mais est-ce que c'est le sujet ? Parce que le grand jeu, c'est de vouloir comparer Bitcoin et or, alors qu'on est sur des actifs qui sont absolument différents. Et là, je ne parle même pas de la notion de tangible ou pas tangible, parce que moi, je fais partie de ces gens qui considèrent que Bitcoin ou or sont finalement beaucoup plus tangibles que les monnaies fiat. Je fais une petite digression. Pour moi, Bitcoin est tangible parce qu'il est adossé à la résolution d'une formule mathématique qui est irréversible. De même que l'or, une fois qu'il est extrait de la terre, il est extrait, c'est irréversible. L'euro ou le dollar n'est pas un actif irréversible parce que tout simplement il est basé sur un actif futur, un actif qui n'existe pas encore, qui est votre capacité à travailler pour finalement rembourser un crédit que vous aurez fait auprès de votre banque. Puisque pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, nos monnaies n'existent que parce qu'il n'existe que des dettes. Et quand vous allez voir votre banquier et emprunter 15 000 € pour acheter une voiture, c'est à ce moment-là que les euros sont créés. Et tous les mois, quand vous remboursez votre dette, et bien à ce moment-là, la même quantité d'euros est détruite. Donc ça veut dire qu'on est nécessairement sur des monnaies adossées à du futur. Voulant dire que si on est absolument, dans une forme d'inquiétude sur le futur, notamment sur notre capacité à travailler, eh bien il est logique que nos monnaies perdent de la valeur, alors que l'or et le bitcoin en prendront, puisqu'ils sont adossés sur une matière qui est déjà finie, puisqu'elle a déjà été soit extraite, soit minée, ou en tout état de cause, déjà résolue. Donc, je referme ma parenthèse. Mais voilà, pour moi, comparer or et bitcoin, c'est effectivement intellectuellement facile, mais les sous-jacents, notamment plus d'usage, notamment de liquidité de marché et pourquoi les marchés sont liquides, on n'est pas basé sur les mêmes choses. Et d'ailleurs, ça se traduit tout simplement dans le cours du Bitcoin qui aura tendance à être extrêmement volatile et globalement plutôt tangent vers la hausse, pour des raisons assez basiques, c'est que si c'était une monnaie, on dirait que c'est une monnaie déflationniste, alors que l'or, par définition, du fait qu'il a une quantité de matière qui est relativement stable par rapport au nombre d'humains qui peuvent l'utiliser, on est plutôt sur une matière flat, ni inflationniste, ni déflationniste. Alors ceux qui voulaient acheter de l'or pensant devenir millionnaire demain, je les rassure de suite, c'est pas pour ça qu'il faut acheter de l'or. L'or, il faut l'acheter comme véritable monnaie de réserve, monnaie de résilience, actif, épargne de précaution. C'est pas du tout la raison pour laquelle on achète le Bitcoin. Par contre, c'est vraiment la raison pour laquelle on achète de l'or.
Et l'or, tout ce qu'on attend de sa part, c'est de ne pas avoir à le revendre. Parce que si on le revend, on se retrouve comme un idiot et on est obligé derrière d'en racheter. Donc nous on le voit avec nos clients matures. Quand je dis nos clients matures, hein, c'est même ceux qui ont 25 ans mais qui ont commencé à en acheter il y a 10 ans. C'est d'être dans une posture d'en acheter régulièrement pour absolument niveler les cours, être dans une stabilité la plus pure possible, pour que le jour où il y a un choc qui se passe, qui nous obligerait à le vendre, et bien là on soit effectivement dans une posture de pouvoir à la fois le liquider de suite et d'être dans quelque chose qui nous permette d'équilibrer les pertes qu'on pourrait avoir ailleurs. Le quelque chose en question, je ne suis pas capable de le définir parce que je ne sais pas quelle serait la posture de l'euro ou du dollar dans quelques années. Ça c'est un premier point, mais ce que nos clients souhaitent, c'est finalement ne pas avoir à le revendre parce qu'ils ne pourraient pas le racheter derrière et être dans une posture ultime de pouvoir le transmettre un jour, puisque l'objectif de l'or c'est donc plutôt ça, c'est d'être transmis, un peu comme une forme de bâton relais que vous transmettez aux générations suivantes, et l'or c'est la liberté. Et donc quand vous transmettez de l'or, vous transmettez, alors déjà c'est votre propre liberté, donc quand vous le gardez c'est pour ça, et quand vous le transmettez c'est dans cette même logique. Aujourd'hui sur Bitcoin on est un peu moins sur ce genre de raisonnement ou de réflexion, peut-être qu'on y viendra un jour, mais je pense qu'intrinsèquement Bitcoin n'est pas pensé pour être dans cette posture d'actif plat. C'est pas ce que les gens attendent de sa part, et c'est ce qui d'ailleurs fait que sur un plan de monnaie, en dehors des cas ultimes de faillite absolue de pays, ce qu'on ne se souhaite pas, eh bien c'est un petit peu compliqué au quotidien de l'utiliser. Et oui, ça c'est un point important. Oui, on ne se souhaite pas que le monde s'effondre. Donc quelque part, moi je dis à mes clients, non, je ne souhaite pas que l'once d'or monte à 10 000 $, parce que ça voudrait dire qu'on est dans un monde qui est tellement dégradé que finalement vous serez dans une posture où même les marchés fondamentaux, par exemple de l'or, n'existeraient plus. C'est-à-dire que si on est dans un monde qui s'effondre, on n'a plus envie d'offrir des bijoux. Donc vous auriez peut-être, oui, une once d'or à 10 000 $, mais sur un champ de ruines, si vous êtes le dernier à être riche, je vois pas l'intérêt. Donc en tout cas, voilà, c'est les raisonnements, nous, vers lesquels on initie un petit peu aussi notre clientèle. Bon, on n'est pas du tout des gourous, hein, c'est pas notre genre. Hein. Mais par contre, on essaie de véhiculer avec la manière dont on vend de l'or aussi, de véhiculer l'hygiène de raisonnement qui gravite autour de l'or. Grand bien nous en fait, parce que si on était à côté de la plaque, on ne serait pas leader de notre marché. Moi, je suis évidemment un lecteur assidu de Coin Tribune, donc et si par hasard vous étiez sur cette vidéo parce que vous avez vu la lumière allumée et vous ne saviez pas où vous étiez, donc voilà, vous êtes dans l'écosystème Coin Tribune et je vous incite à vous abonner, à suivre régulièrement tous les posts qu'il peut y avoir, et ça vous permettra d'être à fond sur votre connaissance des cryptos actifs, des crypto-actifs et aussi des métaux précieux.